Voilà, on est un petit peu en avance, il est 30, non, il est 24, c'est ça? Oui, on est même un petit peu en avance, mais bon, c'est pas catastrophique, je pense pas. Euh, Elodie Bernard va nous faire une présentation de la société Smart Testing, clarifier et pérenniser vos US par des parcours métiers graphiques. On a commencé à en voir un petit peu hier, aujourd'hui aussi. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu, de confronter un peu toutes ces différentes usages et façons de faire. Elodie, si tu es prête, c'est à toi. Je te laisse mettre en plein écran ta présentation. Merci Alexis. Donc effectivement, je vais me présenter rapidement. Donc effectivement, je suis Elodie Bernard. Je travaille chez Smart Testing en tant que product owner sur le produit Est. J'ai différentes expériences de projet que j'ai acquises au sein de Smart Testing et que j'ai aussi acquises au sein de Sogeti, où j'ai travaillé 3 ans donc sur différents projets en prestation dans le domaine de la banque, de l'assurance, du ferroviaire, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous restituer mes retours d'expérience que j'ai eus de manière un peu condensée autour d'un sujet de l'ingénierie des exigences, qui est comment est-ce qu'on va pouvoir clarifier et pérenniser donc nos US à partir de parcours métiers graphiques, afin de faciliter justement cette gestion. Donc, déjà, je vais vous présenter un petit peu, on va dire, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, je vais vous parler un petit peu de finalement, c'est quoi une user story. Donc, les user stories, elles vont être rédigées à chaque itération, donc que ce soit, on va dire, de manière systématique ou en avance de phase pour la construction du backlog, elles vont avoir tendance à avoir des niveaux de granularité et de complexité variables. Elles ont vocation à être éphémères. Après, dans l'idée, dans le meilleur des mondes, normalement, on devrait avoir des user stories bien conçues, qui devraient avoir à peu près toute la même complexité, à peu près toute la même taille. Mais dans la réalité, c'est pas toujours vrai. Et c'est dans ce genre de cas qu'on va essayer de voir un petit peu comment on peut s'orienter vers une construction des US qui va être de meilleure qualité. Donc, concrètement, le fait de faire nos user stories, pardon, ça va introduire différents challenges. Et donc aujourd'hui, donc il y a plein de challenges et aujourd'hui, on va se clarifier, on va se concentrer sur la clarification et la pérennisation des US. Donc on va dérouler un petit exemple et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler avec des parcours métiers pour justement résoudre ces 2 points. Donc tout d'abord, finalement, comment est-ce qu'on exprime nos besoins métiers? Ici, je me situe dans un contexte plutôt en agile, dans lequel on va imaginer qu'on veut mettre en place un système donc de devis dans le cadre d'une prestation santé. Donc, ça va être un exemple qui a pour but d'être assez représentatif. Vous pouvez imaginer, vous voulez développer donc une nouvelle application qui va être disponible sur le web. Vous allez demander des informations personnelles donc à vos futurs clients et différentes informations. Là, on est dans le cadre d'un devis santé, donc vous allez peut-être leur demander quel est leur régime d'affiliation, quelles sont leurs dépenses santé, est-ce qu'ils veulent s'assurer eux-mêmes ou une autre personne, etc. Bref, tout un ensemble d'informations qu'il va falloir traiter. Et quand on va commencer à aborder un projet, souvent, la difficulté va être de dire, mais par quoi on commence finalement? Et ce par quoi on commence, c'est pas toujours évident. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Donc déjà, comment est-ce qu'on exprime les besoins métiers quand on va être dans un projet agile et où on va commencer donc à travailler? Première chose, on va avoir donc un product owner ou un business analyst qui va régulièrement donc présenter donc les user stories à l'équipe agile. Donc là, il y a différentes manières de fonctionner, c'est-à-dire ces ateliers, ça va être soit lors des sprint planning, ça peut être lors d'ateliers de raffinement où il y aura besoin d'apporter du détail sur les user stories. Bref, il peut y avoir différents moments, différentes cérémonies agiles dans lesquelles un product owner ou un représentant métier va être amené à les présenter. Et finalement, on va se rendre compte de certains biais dans ces moments-là. Alors, ces biais, ils vont être de différentes natures. L'un des premiers, ça va être de dire, finalement, la personne qui a été en charge de la rédaction des user stories, elle a eu des difficultés à réussir à construire différentes parties, à réussir à avoir une cohérence. Et faute de trouver une cohérence et faute de trouver un moyen, on va dire, de construire différentes user stories, eh bien, on se retrouve avec beaucoup d'user stories que j'appelle fourre-tout. Alors, une user story fourre-tout, je vous présenterai un petit peu plus tard à quoi ça peut ressembler, mais le problème de ces user stories,
c'est que c'est extrêmement compliqué pour l'équipe de les traiter. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'éléments euh, que concrètement, à développer, à tester, c'est très compliqué. Donc ça, c'est le premier genre de biais auquel on peut être confronté. Second biais, c'est l'opposé. C'est-à-dire, pareil, toujours de la difficulté à trouver de la cohérence, sauf que finalement, on se dit, bah d'accord, non, je vais pas tout mettre dans la même parce qu'une user story, hein, c'est quand même supposé être petit, etc. Et bien du coup, on se retrouve avec une multitude d'user stories. Là, je pousse le vice un petit peu loin. Hein. J'imagine que, par exemple, je veux exprimer la définition, donc les règles métiers autour de la complétion d'un formulaire, par exemple d'inscription, où on va renseigner finalement ces informations personnelles. Eh bien, je vais créer une première US où je vais dire, en tant qu'utilisateur d'un simulateur de devis, je veux pouvoir entrer mon nom lors de la saisie de mes informations personnelles afin de le voir apparaître dans le devis. C'est une première US. J'en fais une deuxième pour le prénom, j'en fais une troisième pour l'âge. Imaginez un formulaire dans lequel vous auriez une dizaine de champs, vous vous retrouvez avec une dizaine d'user stories. Multipliez ça avec une dizaine d'écrans, vous avez une centaine d'US qui ne sont uniquement concentrés qu'à la complétion de champs, ce qui est très vite très compliqué à gérer. Là, effectivement, je pousse très loin l'extrême, mais dans certains cas, on peut se retrouver, quand il va y avoir une évolution métier, à se dire ouais, ben, je ne sais pas trop où je vais mettre ça, ben, je crée une nouvelle user story. C'est vrai que ce n'est pas toujours le bon réflexe. Mais une fois qu'on est dans le fil du projet, finalement, comment est-ce qu'on arrive à prendre ce recul pour éviter d'avoir ces deux biais, c'est-à-dire soit avoir des US trop gros, soit avoir des US complètement éclatés, comme les exemples qu'on a ici. Eh bien, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est comment est-ce qu'on va utiliser des parcours métiers graphiques, justement, pour apprendre à structurer la rédaction des US. Et donc, pas uniquement la rédaction des US d'un point de vue product owner ou business analyst, mais aussi comment ça va être un support pour toutes les flips agiles, à la fois pour l'aspect clarification des US et aussi pour l'aspect pérennité de ces US. Et donc, c'est ce qu'on va voir à travers notre exemple de devis santé. Donc, je suis product owner et nous voulons mettre en place pour notre société donc un devis santé disponible en ligne. Donc, on sait qu'on va demander à nos utilisateurs d'inscrire leurs données personnelles. On leur demandera s'ils veulent s'assurer eux-mêmes ou une autre personne. On leur demandera leur profession, leur régime obligatoire, leur régime d'affiliation. Et on jugera aussi un peu quel type de dépenses santé ils ont, de manière à leur proposer un devis adapté. Jusque-là, voilà, on sait qu'on a déjà beaucoup d'informations, mais il n'y a pas non plus une complexité à ce stade qu'on peut encore identifier. La difficulté ici, c'est de se dire, mais finalement, on commence par quoi? Et bien, le on commence par quoi? Ça va être finalement, dans cette approche graphique, ça va être de réussir à créer des blocs. Donc là, précédemment, dans mon image, j'avais déjà créé des blocs en fonction de renseigner les informations personnelles, de choisir la profession, de compléter, par exemple, l'analyse des dépenses santé, etc. Et bien là, c'est ce que je fais. La première étape, c'est d'identifier des fonctionnalités à développer. Et quand je dis identifier des fonctionnalités, on pourrait le traduire en termes de langage agile développé, c'est-à-dire sur une grande fonctionnalité qu'on souhaite mettre en place. Et ensuite, on raffinera pour créer nos user stories. Donc, quand on va construire notre backlog, au lieu d'avoir une approche brute de dire, bon, bah, ça y est, j'attaque mon backlog, je construis mes user stories, non, on fait déjà un parcours pour se dire quelles sont les grandes fonctionnalités et on essaye déjà d'avoir une première hiérarchie. Donc ici, ma première hiérarchie, elle est extrêmement basique, c'est-à-dire j'ai juste mis un point vert au début pour dire bah, ça c'est mon début, un point rouge à la fin, et j'ai juste créé deux niveaux, c'est-à-dire je sais que tout ce qui est choisir régime obligatoire, choisir la profession, etc., pour l'instant, c'est toutes des choses qui pourraient être le premier élément dans mon devis, mais par contre, ce que je sais, c'est que la consultation des propositions de formulaire de devis, ça arrivera à la fin. Nécessairement, c'est impossible de le faire autrement. Donc là, dans cet exemple, c'est très trivial, mais dans d'autres exemples, ça ne l'est pas forcément. C'est pour ça que la représentation graphique va avoir son intérêt ici, parce qu'on va pouvoir déjà donner une hiérarchie au travail qu'on va produire. Et ça évite aussi ces difficultés qu'on peut avoir dans la rédaction. On va avoir des éléments un petit peu dans tous les sens, et finalement, on va avoir du mal à créer de la cohérence. Donc ça, c'est un premier élément. Et une fois qu'on a fait ce premier travail de hiérarchisation, on peut aller plus loin, c'est-à-dire on va pouvoir attaquer la partie construction de nos US. Et là, on a identifié nos sous-groupes de fonctionnalités.
Et on peut essayer de créer un enchaînement métier qui va être cohérent. Donc là, typiquement, on va dire que finalement, ce qui paraît plutôt logique, c'est de commencer par renseigner les informations personnelles, tout simplement aussi parce qu'on aura défini que dans notre processus, peut-être que si les informations personnelles, elles sont renseignées de manière erronée, on ne pourra pas continuer dans le processus. Ou alors, il y aura aussi des personnes qui ne seront pas nécessairement éligibles. Dans le cadre de notre exemple, on définit une règle pour dire, par exemple, que les mineurs ne peuvent pas faire de devis. On définit une règle pour dire que les personnes qui sont déjà assurées ne peuvent pas faire de devis, parce que justement, ils doivent passer par leur espace personnel ou autre raison. Donc, du coup, on trouve logique de mettre ça en premier. Ensuite, on décide de traiter le fait de pouvoir choisir un régime obligatoire et enfin de pouvoir consulter les propositions de formules et de devis. Et donc ça, pourquoi avoir choisi cet ordre? Tout simplement parce qu'il est cohérent. On garde toujours le fait de pouvoir consulter les propositions de formulaire de devis, et comme ça, on a aussi quelque chose qui va être complet. C'est-à-dire le risque aussi qu'on peut avoir, parce que notre objectif ici, c'est quand même de pouvoir afficher des formules. Donc si on attend le sprint 18 ou 42, bref, un sprint très lointain, seulement pour s'occuper de l'affichage finalement de la source de ce qu'on veut produire, c'est-à-dire consulter des propositions, eh bien, on peut passer à côté de beaucoup d'éléments. Ça peut demander beaucoup de travail après de refactoring dans le code, etc., pour réussir à avoir quelque chose qui fonctionne bien. Et bien là, dès le début, on s'est dit, bah non, il faut, voilà, en agile, c'est quoi l'objectif? C'est de travailler de manière itérative et incrémentale. Et ici, c'est ce qu'on fait. Et c'est aussi pourquoi on ne met pas tout. Car dans l'exemple du backlog, je vais concentrer mon attention sur la définition des user stories pour ces 3 fonctionnalités. Par contre, j'ai aussi des éléments pour lesquels je vais travailler pour plus tard. Et donc, ces éléments, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Alors, pourquoi les mettre plus tard? Parce que j'aurais défini que ce n'était pas forcément la priorité pour ces premiers sprints et que je pourrais le traiter dans un second temps. Et ça nous permet d'avoir cette réflexion, de mettre en valeur et donc de hiérarchiser. Donc, à partir d'un parcours comme celui-ci, comment est-ce qu'on va construire nos US? Eh bien, en ayant un peu des sous-niveaux. C'est-à-dire, il faut vraiment imaginer que des parcours peuvent imbriquer des parcours. Et quand on parle de renseigner finalement les informations personnelles, eh bien, de quoi on parle? Eh bien, on parle de, en premier lieu, saisir les informations personnelles, puis de contrôler si les informations personnelles, elles sont compatibles. C'est-à-dire, soit elles sont valides, on va continuer dans notre processus, soit elles ne le sont pas. Donc, pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, c'est-à-dire on a une personne qui peut être mineure, ou une personne qui est déjà un client, ou tout simplement les champs vont être erronés. C'est-à-dire on a mal complété ces informations et du coup on ne peut pas continuer notre processus. Et ça, c'est des éléments qui sont importants de mettre en valeur. Et le fait de faire un schéma, ça nous aide dans la rédaction de nos user stories. Ici, donc là, ce qu'on a la liste forme 1, forme 2, forme 3, donc ce sont le nom de mes user stories telles qu'elles sont dans Jira. Et donc, j'ai défini 3 user stories pour traiter, pour l'instant, de ce périmètre de renseigner les informations personnelles. Donc, ma première user story est celle qui traite de la gestion des informations personnelles qui sont non éligibles au devis. Celle que je vous ai citée, donc, c'est-à-dire que quelqu'un va être mineur ou déjà client. Après, la seconde user story traite de saisir les informations personnelles. Donc, c'est la première bulle tout en haut de notre schéma où on saisit les informations personnelles et on précise le nom, le prénom, l'âge, l'email et le numéro de téléphone. Et enfin, la troisième, elle va nous permettre de gérer les messages d'erreur pour les informations personnelles. Et comment le visuel nous aide ici? Eh bien, typiquement, quand on nous parle de renseigner les informations personnelles, on aurait pu avoir tendance à se dire, je groupe ça dans une US. C'est-à-dire, il suffit juste de saisir quelques champs, il n'y a peut-être pas besoin de faire plusieurs US. Mais là, déjà, ce que ce schéma met en évidence, c'est qu'on a un choix. C'est-à-dire, on a une notion de données qui va être compatible ou non. Donc, généralement, une pratique, c'est toujours de se poser la question quand on a un point de choix, de dire, si j'ai un choix, est-ce que c'est quelque chose d'assez mineur? C'est très binaire. On n'a pas besoin de se poser beaucoup plus de questions. Ça ne sert à rien de créer une user story spécifiquement pour ça. Ou alors se dire, non, finalement, c'est quand même quelque chose de particulier. Et de ce fait, je vais créer une user story. Et là, j'ai vraiment mis un système de flèches parce qu'on est vraiment dans cette démarche itérative et incrémentale, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire, par exemple, la construction de sa user story de manière textuelle. On se rend compte que finalement, il commence à y avoir beaucoup d'éléments. On revient dans son parcours, on se dit, ah oui, j'avais mis un point de choix, effectivement, il y a 2 chemins possibles. On redivise l'user story, etc. Et c'est vraiment un travail qui va permettre de construire
donc là on a un exemple un petit peu du détail de ce qu'il peut y avoir dans ces user stories, de construire quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'on attend d'une user story, hein, vraiment des éléments qui vont être facilement testables, qui auront de la valeur, qui seront facilement chiffrables, etc. Donc là, ici, pareil, on pourra toujours aussi critiquer et dire, par exemple, sur la première user story, on peut voir qu'on a donc la description donc, graphique, la description textuelle, avec une définition des différentes règles métiers que je vais mettre en avant, donc ma personne mineure qui ne peut pas réaliser de devis, ma personne qui est déjà en base qui ne peut pas non plus, et utiliser aussi un formalisme en tant que je veux que afin de manière à structurer le besoin et vraiment de rester fixé sur un formalisme given when then d'une user story. Donc là, justement, ici, on voit que dans ma première US, j'en ai deux. On peut se poser le questionnement quand on regarde le texte de se dire, mais finalement, est-ce que je n'aurais pas dû diviser cette user story en deux? Et peut-être, est-ce que je n'aurais pas dû faire sur mon schéma, non pas juste données incompatibles, données valides, mais peut-être préciser les cas possibles. Après, il faut se resituer dans le contexte. Donc, dans un premier sprint, peut-être que pour l'instant, c'est suffisant. Et peut-être qu'au second sprint, on fera évoluer ce schéma pour justement faire apparaître qu'on peut avoir des données incompatibles, par exemple, parce qu'on a une personne qui est mineure, par exemple, parce qu'on va avoir des messages d'erreur à afficher ensuite, ou alors le cas qu'on a très peu défini aujourd'hui, qui est celui d'une personne qui est déjà en base de données, où là, on pourrait imaginer que ça pourrait déboucher sur tout un autre schéma, où on explique comment un utilisateur qui est déjà en base de données peut aller faire son devis dans son espace personnalisé. Mais ça, pour l'instant, on ne le sait pas, hein. Le besoin, il évolue au fil de l'eau, selon aussi les feedbacks qu'on va avoir côté client. Et donc, ce genre de schéma, il aide à mettre en valeur ces éléments. Une discussion autour d'un parcours est toujours plus simple qu'une discussion purement basée sur du texte. C'est vraiment la cohabitation de ces deux éléments qui permettent de faire un travail de qualité. Et donc, si on regarde un petit peu, donc là, on a un exemple de 3 US qui sont plutôt bien rédigés. Précédemment, je vous parlais un peu plus des US pour tout. Eh bien, là, typiquement, on a l'exemple, hein, l'exercice que j'ai fait ici, c'est de dire je fais une seule US pour renseigner les informations personnelles. Parce qu'au début, on se dit, bah, c'est pas grand-chose, je vais avoir 5 champs à renseigner. Après, on se dit, ah oui, mais sur ces 5 champs, j'ai de la validation de champs. Ah oui, mais j'ai aussi des règles métiers sur les... Bref, là, ici, on a déjà beaucoup d'éléments. Après, je dis beaucoup. J'ai déjà vu des user stories qui étaient plus, on va dire, denses que celle-ci. Mais en tout cas, ça devient compliqué sur des user stories comme ça à travailler. C'est compliqué à mettre à jour, c'est compliqué à exploiter en termes de développement, de savoir finalement on commence par quel bout. Pareil d'un point de vue test, comment est-ce que vous réussissez sur des US comme celle-ci à, on va dire, développer différents cas de test, ça peut poser beaucoup de questionnements. Et donc, du coup, c'est pas facile à exploiter. Donc, c'est pour ça que, voilà, on essaye d'avoir des parcours, on essaye de créer des user stories pour rester dans cette dynamique d'éléments qui sont testables facilement. Donc, si on résume un petit peu, finalement, en quoi, pour l'instant, notre processus métier nous a aidés? Donc, déjà, il nous a aidés dans l'optimisation du découpage des US. C'est-à-dire, par rapport aux éléments visuels qu'on va avoir, on a plus de facilité à découper nos US. Et il ne faut pas oublier ce qu'on a ici. Donc là, on a une part de clarté dans nos US par le fait qu'on a deux supports, le support textuel et le support graphique. Et on a aussi une documentation de ces US à travers le parcours. Car une difficulté qu'on peut avoir quand on a des US à développer, c'est qu'on ne sait pas forcément comment toutes ces US s'organisent. C'est-à-dire quand on construit le backlog, effectivement, on peut être vigilant et essayer de trier les US selon un certain ordre, en fonction de priorité, en fonction de champ, etc., pour réussir à finalement, peu importe la représentation, à voir quel est l'enchaînement à faire. Mais c'est pas forcément quelque chose de linéaire. On le voit ici, c'est-à-dire on sait qu'on peut arriver à la vérification des messages d'erreur que si on a développé les deux premières US et on arrive à l'US 3 que si on est tombé dans un cas précis de l'US 1. Bref, tout ça s'articule, c'est pas forcément simple à appréhender, mais avec un schéma, on a ce support. Et donc du coup, on référence ce schéma de la manière dont on souhaite les différentes informations qu'on souhaite mettre en valeur. Donc ça, c'est un premier, on va dire un premier support, hein, qui est vraiment le processus métier ici, il aide vraiment les personnes qui sont en charge de la rédaction des US, mais elle n'aide pas uniquement les personnes qui rédigent les US. C'est aussi un support pour toute l'équipe agile. Parce qu'on ne travaille plus uniquement sur le backlog, c'est-à-dire on n'a plus uniquement une liste de tickets
à implémenter, mais on peut vraiment avoir un schéma, comme celui qui est présenté ici, sur lequel on a nos différentes user stories avec le détail de quelles sont les fonctionnalités auxquelles elles sont associées. Et donc ici, l'intérêt, sachant qu'ici, voilà, faut prendre du recul. On est sur un premier sprint, on n'a pas encore beaucoup d'éléments. Et donc voilà, le challenge, ça va être de réussir à maintenir des visuels de parcours qui sont compréhensibles par tous. Mais en tout cas, on a au fil de l'eau donc une documentation qui se crée et qui donne de la visibilité à l'équipe sur qu'est-ce qu'on est en train de construire d'un point de vue métier, comment les US s'articulent autour de ces éléments. Et ça, c'est vraiment très important quand on travaille en agile, vraiment d'avoir cette visibilité. Ça évite des frustrations, ça évite des bugs, ça évite beaucoup de choses. Après, donc la question qui peut se poser, que j'avais un petit peu évoquée, c'est comment est-ce que ça va vivre dans le temps, ce système? La question, c'est de se dire finalement au prochain sprint, comment on fait? Eh bien, très basiquement, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire, on va refaire ce travail d'identifier les fonctionnalités à développer, on va redéfinir un enchaînement métier cohérent et on va créer nos US. Ici, par exemple, j'ai fait le parcours pour notre sprint 2 et j'ai mis quelques petites légendes pour dire finalement, très bien, donc on va toujours avoir le renseignement des informations personnelles. Je le fais apparaître parce que c'est déjà développé, c'est existant, mais ça donne du contexte. Par contre, je vais choisir le régime obligatoire, donc ça existait déjà, jusque-là pas de souci, mais il y a des évolutions. C'est-à-dire, je vais, et je vois par rapport au nommage de mon US, qu'on va intégrer un nouveau régime obligatoire. Donc, on peut vraiment mettre en avant par rapport au parcours, par rapport à des éléments de légende, qu'est-ce qui va changer d'un sprint à l'autre. Et ça permet aussi de se projeter. C'est-à-dire, on sait que sur ce sprint, on ne va pas toucher du tout à la partie renseigner les informations personnelles, mais on sait qu'on a de l'existant qui va évoluer et qu'on aura aussi de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire, avant, on n'avait pas le fait de pouvoir compléter l'analyse des dépenses santé. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'US qui arrivent sur ce sujet. Donc ça donne vraiment, on va dire, de la visibilité sur le projet. Et surtout, il faut vraiment imaginer les parcours comme une documentation vivante qui va évoluer avec le projet. Et il ne faut pas imaginer, on va dire, un seul parcours. L'idée, c'est ne pas chercher à tout prix à tout mettre au sein d'un même parcours, mais plutôt de réussir à se focaliser sur, on est dans un sprint, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quels sont nos objectifs, et ça apporte de la structure pour justement voir si les US qu'on avait définis pour le sprint sont bien cohérentes. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir chercher à développer des éléments un peu dans tous les sens et finalement il n'y a pas de cohérence? Ça apporte vraiment cette structure. Et toujours dans cette idée finalement de documentation vivante, eh bien, on peut imaginer faire, donc, comme je vous l'avais évoqué, plusieurs parcours. Et donc, le PO peut maintenir un parcours métier dans lequel il représente à un instant donné quelles sont les différentes US qui couvrent telle fonctionnalité. Je l'évoquais déjà, ici, on est au début de notre, comment dire, au début de nos sprints, on n'a pas encore beaucoup d'US. Vous allez me dire, moi, dans mon contexte, on a des centaines et des centaines d'US, on ne peut pas représenter ça au sein d'un même parcours. Eh bien, c'est là qu'il faut réussir à avoir cette notion d'abstraction et au fil de l'eau, finalement, réfléchir à qu'est-ce qui est important. C'est-à-dire, au bout de 10 sprints, renseigner les informations personnelles, on aura peut-être fait le tour. C'est-à-dire, il y aura peut-être très peu d'évolution. Et ce qui sera important de retenir, c'est que on peut rentrer des informations, on gère le fait qu'on est éligible ou non, et il peut y avoir des messages d'erreur. Après, ça, est-ce qu'on est obligé de tracer et de remettre à chaque fois le nom, de remettre exactement de quoi il s'agit? Peut-être pas. Peut-être que ça peut être une documentation à côté, structurée. Et en fait, justement, on va avoir ce travail finalement de réfactorer, de réfléchir finalement à OK, j'ai défini mes besoins métiers et au fil de l'eau, je vais les documenter et les simplifier. Parce que là où les user stories vont avoir beaucoup de détails, peut-être qu'une documentation devra en avoir moins, du moins d'un point de vue d'un parcours comme celui-ci. Et c'est ce travail-là d'abstraction et de simplification que le PO peut être amené à faire à chaque sprint afin de maintenir une documentation finalement vivante de ces user stories, mais en restant assez haut niveau et sans entrer dans ce genre de parcours dans trop de détails pour garder de la visibilité. Donc voilà l'idée un petit peu à retenir, hein. On est vraiment dans cette notion de pérennité des US et finalement réussir à garder finalement cette traçabilité qu'il peut y avoir entre nos différentes exigences d'un point de vue, on va dire, épopée, d'un point de vue US, d'un point de vue évolution.
C'est vraiment les notions qu'on aborde aujourd'hui. Et d'un point de vue de l'équipe agile, cette documentation vivante, ça va les aider, on va dire, au quotidien, c'est-à-dire dans leurs activités. Donc, on a notre documentation vivante qui existe, ils ont de la visibilité sur ce qui est en train d'être fait, et ce genre d'élément est partagé avec l'équipe agile, et ça va les aider dans leur métier. Pas uniquement pour la partie compréhension, mais aussi pour leurs activités. C'est ce que je vais un petit peu vous présenter à travers un exemple. Donc ici, on est sur des éléments un peu plus complexes, par exemple. C'est-à-dire, on a un parcours métier qui enchaîne différentes user stories qui sont un petit peu plus complexes. Complexes pourquoi? Parce qu'on peut voir que on a une première US avec 2 points de choix qui enchaîne sur une seconde, pareil, avec 2 points de choix, et après 2 US plus unitaires. Là, ici, pareil, je vous évoquais précédemment, attention, les points de choix, est-ce qu'il faut créer plusieurs US, etc. Là, en l'occurrence, on est sur des éléments qui sont simples et on n'a créé qu'une US. Je vous expliquerai, je vous montrerai le détail juste après. Mais en tout cas, ça permet déjà aux testeurs et aux développeurs de notre équipe de voir un petit peu comment tout ça s'organise. Et donc, ils vont pouvoir voir un petit peu les différents choix qui se traduisent dans nos règles métiers. Si on va donc dans le détail donc, de notre US, donc l'équipe, elle peut se baser à la fois sur la description de l'US et à la fois sur le parcours métier. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'une école, c'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment une cohabitation de ces deux éléments. D'une part le visuel, d'une part le textuel. Et donc là, si on regarde par exemple cette description, donc, elle nous donne du contexte, c'est-à-dire on nous dit que dans le bloc description des frais de santé, l'utilisateur peut préciser le nombre de fois par an où il se rend chez un spécialiste. Juste avec cette petite phrase, on a du contexte. Et après, quand on regarde le schéma, on voit un peu plus le côté brut des enchaînements à produire. Après, on prend le texte, la fréquence peut être moins de 3 fois par an, plus de 3 fois par an. Ensuite, il peut choisir de préciser le type de consultation auquel il s'est rendu. Le fait de préciser le type de consultation est optionnel. Et donc, du coup, quand on regarde le schéma, justement, on peut être amené à se poser des questions quand on va être testeur ou développeur. Quand on va lire le texte comme ça, dans le premier abord, on se dit d'accord, donc j'ai un bloc, je peux choisir si je vais plus ou moins de 3 fois par an, et je peux, de manière optionnelle, choisir si je veux mettre du détail. Si on regarde le schéma, d'accord, on nous dit que je vais choisir la fréquence de consultation, on nous demande si j'ai moins de 3 visites, plus de 3 visites, et là je vois que c'est seulement si j'ai plus de 3 visites que je vais pouvoir entrer le détail de mes consultations. Et là, la question qu'on va se poser, c'est de se dire, mais c'est bizarre, c'est pas cohérent le texte et le schéma, parce que moi, dans le texte, ce que je comprends, c'est que je peux finalement préciser mes consultations, peu importe le nombre de visites. Et là, je vois que compléter les informations sur le type de consultation, c'est uniquement si j'ai plus de 3 visites par an. Et du coup, bah, ce genre d'éléments, eh ben, c'est plus facile de se rendre compte d'un point de vue visuel, parce que naturellement, comment il a travaillé le PO ici? Il s'est dit, bah, je commence à faire mon schéma, et intuitivement, il a défini une règle métier qui est, on ne demande finalement les précisions sur les consultations uniquement si la personne a plus de 3 visites par an. D'un point de vue business, on décide de dire que le fait qu'il y ait moins de 3 visites, bon, on ne demande pas spécialement à la personne si elle a des consultations, quelles sont ses consultations dans le détail. Et ben finalement, le fait d'avoir deux supports, bah, on limite les ambiguïtés et on peut remonter les erreurs parce que justement, on a plusieurs personnes qui manipulent, on a deux supports, et donc du coup, on a été capable d'identifier qu'il y avait une erreur parce que naturellement, sur un schéma, notre product owner, il avait fait la bonne description. Par contre, quand il a réécrit l'user story, bah, il a oublié de faire mentionner cette règle, de dire attention, cette règle-là, elle ne s'applique que si je prends un tel chemin particulier. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, on est d'accord. Là, je vous montre à un stade assez avancé, c'est-à-dire que ça a été revu, les équipes sont en train de travailler, etc. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on devrait voir en atelier. C'est-à-dire quand on fait des revues des user stories, des ateliers des trois amigos, se dire, ah, c'est bizarre ce qui se passe ici. Et c'est là, les supports, ils sont importants parce que le texte, ça aide évidemment, ça donne du contexte, mais ça ne donne pas tout et ça ne donne pas, on va dire, des éléments comme celui-ci pour justement trouver des erreurs et lever des ambiguïtés. Donc, si on résume un petit peu par rapport à ça, nos retours d'expérience qu'on a eu sur la plus-value de l'approche au sein de l'équipe, concrètement, d'un point de vue général, c'était vraiment des éléments qui permettaient de partager et de communiquer autour des besoins métiers
et surtout de s'approprier le besoin métier. Parce que ce n'est jamais simple quand on a un backlog de se dire bah, j'ouvre toutes les user stories et je vais les parcourir une par une. Quand on a un schéma qui nous dit bon bah voilà, là on a 4 user stories qui vont s'enchaîner de manière logique, maintenant voilà le détail, au moins on sait par où commencer. D'un point de vue développement, ça permet vraiment d'optimiser l'orchestration des développements. Moi, j'ai vu beaucoup de contextes dans lesquels, malheureusement, les développeurs, entre guillemets, ne développaient pas dans l'ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas développer dans l'ordre? Bah, tout bêtement, même si on a une forme de hiérarchisation des user stories, euh, entre faire la 9 ou la 8 ou la 12, bah, des fois, c'est pas, surtout quand on a une complexité métier qui est aberrante, on ne sait pas par laquelle commencer. Quand on a un schéma, bah, on voit que c'est la 9, c'est la première, et ben je commence par la 9. Et au moins avec cette technique, les développeurs, ils peuvent mettre à disposition rapidement les fonctionnalités. On évite vraiment le goulet d'étranglement en fin de sprint, où finalement les développeurs, ils ont développé pas dans un ordre qui était tout à fait optimal. Nos testeurs, ils sont en peine parce que eux, ils sont prêts, ils sont sur les starting blocks, ils ont tous leurs cas de test, ils sont là, ils veulent tester, mais ils peuvent pas parce que manque de bol, la user story qu'il faut pour faire tous les tests, eh ben, elle n'est pas encore finalisée ou et c'est pas encore disponible. Donc, pareil, là, mon cas est un peu extrême. Les testeurs ont toujours des éléments un peu à tester, mais c'est pas rare comme ça d'avoir un point de blocage juste parce qu'il y a eu un élément qui n'a pas été bien priorisé et du coup, euh, ça n'a pas été développé dans l'ordre. Après, vous me direz, il y a aussi des priorités dans Jira, mais bon, quand tout passe en IEST, au bout d'un moment, on ne sait plus par quoi commencer. Et après, point de vue testeur, outre le fait qu'ils ont à disponibilité les éléments au plus tôt, ça optimise aussi la production de leurs tests et ça facilite la production des tests de non-régression. Tout simplement parce qu'ils peuvent s'appuyer sur le schéma. C'est-à-dire quand on va avoir beaucoup d'user stories sur lesquels on va devoir créer des cas de tests, même, même schéma pour les développeurs, par quoi commencer? Là, bah, ils peuvent voir le schéma, se dire d'accord, bah, là je vois qu'il va y avoir déjà 3 visites par an, ensuite je vais enchaîner avec une autre user story, puis une autre. Et donc ça facilite aussi les tests de non-régression parce qu'on sait dans quel ordre enchaîner les fonctionnalités. Donc ça, c'est extrêmement important. Des autres aspects sur les retours d'expérience que j'ai eus et qui sont à savoir, c'est que l'approche, elle doit être acceptée. Souvent, elle l'est, mais ça demande quand même une adaptation dans les pratiques de chacun. C'est-à-dire quand on est habitué à travailler uniquement dans un backlog et à faire de la rédaction d'user story de manière textuelle, quand on dit ah ben on va faire maintenant des schémas, ça va être fun, on se dit toujours ah mais ça me fait un truc en plus à faire quand même. Ouais, ça fait un truc en plus. Mais le temps, entre guillemets, hein, je cite un peu, hein, qu'on va perdre à faire les schémas, c'est du temps qu'on va économiser tout au long du sprint, à pas faire ping-pong avec les équipes de développement, parce qu'ils n'ont pas compris le besoin. Et parce que ça s'est mal passé, des choses étaient mal spécifiées. Bref. Donc c'est vraiment un temps à prendre et c'est bénéfique parce que le temps, entre guillemets, qu'on va perdre à faire des parcours, on le gagne largement par la clarification et la pérennisation de ces US, et donc l'usage qui va en être fait par l'équipe. Et ce que je précise aussi, hein, c'est qu'il y a une petite montée en compétences à faire qui doit être réalisée pour faciliter la conception de ces processus métiers. Parce que effectivement, on ne réalise pas de la même manière quelque chose de manière textuelle qu'on le fait de manière visuelle. Donc ça demande un petit peu de monter en compétence sur comment est-ce qu'on apprend à abstraire certains éléments, comment est-ce qu'on hiérarchise, comment est-ce qu'on découpe. C'est un peu des bonnes pratiques à appliquer et c'est vraiment ce que je définis en bas. Hein. C'est la formulation des processus métiers, elle doit rester claire et orientée sur les besoins métiers pour ne pas tendre justement vers le biais de présenter tout le système et perdre en lisibilité, ce qui ne mène à aucune plus-value. C'est-à-dire si vous commencez à faire tout votre système sous la forme d'un modèle, vous perdez vraiment l'objectif de ces parcours et vous avez quelque chose de trop précis, trop large pour que ça soit exploité correctement. Après, donc, je parlais un petit peu de la montée en compétences, tout ça. Donc, pourquoi monter en compétences? C'est que derrière tout ça, il y a de l'outillage. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'outillage en termes d'outils purs, mais plutôt qu'est-ce que font les outils? Vous avez différents types d'outils pour la conception de parcours métier. Et ce qui les différencie, c'est leur fonctionnalité. C'est-à-dire que vous avez des outils pour la génération de tests, pour la publication des tests dans les référentiels de tests, qui vont être intégrés dans Jira ou d'autres plateformes et qui permettent la couverture et la traçabilité avec les exigences. Ce qui est important ici de retenir, c'est qu'il faut choisir un outil qui s'intègre et s'interface avec vos outils déjà en place. C'est vraiment la règle d'or, c'est-à-dire vraiment, d'une part, déjà identifier les fonctionnalités qui vous sont utiles,
Mais le plus important, c'est que ça s'intègre dans votre écosystème. Et donc, pour conclure sur les différents éléments j'ai voulu vous présenter aujourd'hui, donc si on reprend notre thème qui était sur la clarification des US, la clarification des US, elle vient vraiment de la formulation graphique des parcours métiers. C'est-à-dire c'est la cohabitation entre une description textuelle et une description visuelle par des parcours qui va vraiment aider d'une part le product owner ou business analyst à rédiger ses US, à réussir à avoir un bon niveau de granularité et ça va aussi offrir vraiment une meilleure vision pour toute l'équipe à différents niveaux parce qu'on aura différents parcours et parce qu'on aura une autre vision de nos US que celle textuelle qu'on a l'habitude d'avoir dans les projets. Et d'un point de vue pérennité des US, l'autre élément qu'on va avoir, c'est vraiment que des pratiques communes qu'on va avoir, c'est de construire ce genre de grandes représentations où on va essayer de représenter finalement quels étaient les US par fonctionnalité. Par fonctionnalité. Il faut que ce parcours reste lisible. Et c'est là le plus grand challenge. Et comment est-ce qu'on le rend lisible? Eh bien, c'est vraiment en se concentrant sur le fait de pouvoir le documenter et d'abstraire ce qu'on cherche à mettre en valeur. Renseigner les informations personnelles, qu'est-ce que c'est? Comment le résumer en quelques lignes par rapport aux US qu'on a? Choisir le régime obligatoire, etc. Et c'est vraiment d'avoir cette démarche de se focaliser sur garder quelque chose de simple à travers un visuel qui soit documenté et qui va pouvoir vivre avec le projet et qui va vivre et évoluer. Et c'est vraiment une documentation vivante. Et c'est ça qui est extrêmement important et qui va aider justement dans les projets agiles à obtenir plus de clarté et plus de pérennité donc de nos US. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc merci pour votre écoute et j'écoute vos questions. Merci Elodie pour cette présentation très agréable à suivre et puis très pédagogique, j'ai trouvé en tout cas. Je suis enseignant-chercheur, donc quand je le dis, c'est très agréable à te suivre. Et écoutez, il y a plein de bonnes questions, entre guillemets, plein de questions, donc on va passer à la séance des questions, bien évidemment. N'oubliez pas qu'après les questions, il y aura le sondage pour voir un peu comment vous avez pu apprécier cette journée et puis quels éléments vous pouvez nous donner également pour qu'on réfléchisse sur les futures éditions. Alors, première question, qui est le plus apte dans l'équipe à rédiger, enrichir, maintenir et valider le PO seul pour interrogation? Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Pour moi, dans un projet agile, le PO, il va être la source, mais pour moi, tout ce qui est travail de validation, de raffinement, il faut faire des ateliers réguliers, les ateliers des trois amigos, avec le testeur, avec les développeurs, avec des personnes qui sont partie prenante au projet et qui vont aider justement à cette validation. Et justement, on utilise les visuels pour faciliter ce travail et pas se retrouver dans des réunions à rallonge à faire une revue exhaustive de tous les tickets un par un. Voilà. Très bien. Deuxième question, vous présentez des exemples au niveau process, métier. Comment gérez-vous les exigences des niveaux inférieurs, solutions, système? Après, là ici, je partais vraiment d'un niveau métier. Après, niveau système, il reste toujours un lien qui va exister. C'est-à-dire, donc, si on prend purement le niveau système, donc qui est un peu plus haut, et après, donc, solution. Donc, au niveau système, c'est pareil. Il faut vraiment imaginer que les parcours, ils vont s'imbriquer les uns dans les autres. Donc, on peut vraiment avoir des niveaux très process, comme je l'ai montré. Et après, on peut prendre de la hauteur en disant, voilà, quand j'ai ce genre de questions, je pense vraiment je vois le schéma SAFe. Et dans ce schéma où on travaille en agilité à l'échelle, où on a vraiment ces niveaux, on va dire, très haut et très bas niveau équipe, il faut savoir abstraire. Et c'est vraiment la capacité d'abstraction des modèles qui va être réalisable, on va dire, dans ce genre de contexte. Et après, on peut tout à fait imaginer avoir le niveau le plus bas équipe, le niveau système avec les développements transverses et un niveau solution où là, on a une vision encore plus haute de ce qui va exister. Pour moi, il n'y a pas de frein. Il y a une question pour ton magnifique pull ou t-shirt. Je ne me rappelle pas trop ce qui est écrit là. On voit la marque. C'est un magnifique suite, ça. Magnifique suite, pardon. Quel outil permet de réaliser ces graphiques? Est-ce dans Jira pour interrogation? Les schémas sont-ils liés avec les US dans Jira pour interrogation? Alors, effectivement, ici, dans ma présentation, donc, première chose, ma présentation se veut à titre pédagogique, comme tu l'avais relevé. Le but, c'est vraiment une démarche de dire on va vouloir utiliser la notion de parcours métier pour justement apprendre à gérer nos user stories.
Et après là, en l'occurrence, l'outil que j'ai utilisé dans cette présentation, donc AIEST de chez Smart Testing, et effectivement, c'est une add-on qui se trouve dans Jira. Et cette add-on Jira permet de faire des représentations visuelles dans lesquelles on peut directement lier ces tickets Jira. Et donc avoir une traçabilité des exigences, savoir lesquelles sont couvertes par les tests, etc. Question qui est un petit peu liée, est-ce que l'outil prend en compte tous les éléments du BPMN? Non. Alors effectivement, donc là, pareil, toujours dans le cadre de la presse, donc là, on n'est pas sur un outil de BPMN. Là où dans le BPMN, j'ai plus le nombre en tête, mais c'est des centaines d'éléments pour faire de la visualisation de parcours. Nous, on est sur moins d'une dizaine d'éléments. On se focus vraiment sur l'aspect simple, c'est-à-dire on veut rester. Le but du jeu, c'est de schématiser ce qu'on veut représenter d'un point de vue objectif de test, d'un point de vue objectif métier. On n'a pas besoin d'avoir 46. Alors, je ne critique pas le BPMN, mais en tout cas, dans notre approche, on n'a pas besoin d'avoir 50 systèmes d'enveloppe pour dire alors à plus 3 jours, à plus 5 jours, alors c'est un type de notification de tel type ou de tel autre. On veut s'abstraire de cette complexité. Dès que vous commencez à utiliser des outils BPMN, vous introduisez encore plus de montées en compétences. Nous, on ne veut pas que l'outil soit un frein, on veut que ça soit simple à utiliser, on veut pouvoir représenter simplement et visuellement nos parcours métiers sans être en difficulté et se demander quel objet j'ai envie d'utiliser. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas une bibliothèque comme le propose le BPMN. Question suivante, une user story pouvant être livrée en production toute seule, cela signifie-t-il dans l'exemple forme 1, forme 2, forme 3, que la forme 2 peut être livrée dans la forme 3, entre parenthèses gestion des erreurs, la fonctionnalité ne serait donc pas complète et source d'erreurs? Alors je pense que c'est très précis comme question. Tu peux monter Là, transparent, hein, tu peux monter transparent qui correspond peut-être. ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Tac. Alors, il faut juste que je réussisse à revenir en arrière sur mes slides. Hop. Tac. Donc oui, effectivement, ici, si on n'avait pas livré toutes les US ensemble, on aurait pu avoir des erreurs. Je pense que l'idée des parcours, parce que justement, j'évoquais au début que là, ici, il pourrait y avoir des manques, c'est-à-dire données incompatibles, vérifier les messages d'erreur. En soi, au final, sur notre application, c'est faux. Dans le sens où vérifier les messages d'erreur, ce sera vrai, par exemple, sur mon premier sprint, où on mettra peut-être juste un message d'erreur qui va être général pour dire attention, ce n'est pas compatible. Par contre, ici, ce qui manque, c'est vraiment le traitement abouti du cas où notre personne qui est en train de faire son devis, il est déjà en base. Ici, on ne s'occupe pas de cette personne-là finalement, parce qu'on ne veut pas y mettre pas de devis impossible. On voudrait un autre chemin où on lui dirait, eh bien écoute, va dans ton espace personnel, connecte-toi. Peut-être que quand on va sur l'espace personnel, on a déjà récupéré les données qui sont pré-remplies pour des raisons X ou Y, etc. Donc, pour moi, les parcours tels qu'ils sont présentés à un instant T dans le cadre d'un sprint doivent être exécutables, dans le sens où si effectivement on vient à ne pas développer l'US3, ça ne développera pas nécessairement des erreurs. Par contre, oui, il y aura un manque d'un point de vue spécification. Donc, il faut vraiment réussir à créer un ensemble qui va être cohérent et intégrer les éléments au fil de l'eau. Et après, il faut vraiment imaginer vraiment ça comme quelque chose d'itératif et d'incrémental pour justement qu'on ait un ensemble cohérent fonctionnel, mais pas non plus complet. Parce que ce n'est pas possible de tout avoir défini à chaque sprint pour une fonctionnalité précise. Ok, question suivante. Bonjour, quelle différence faites-vous entre parcours et fonctionnalité, et par conséquent entre tester un parcours et tester une fonctionnalité? Là, je pense que c'est un petit peu une question autour de la. Quand je parle parcours, fonctionnalité, il n'y a pas de formalisme, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la granularité des éléments qu'on manipule. Parce que durant ma présentation, hop, je vais reprendre. Là, ici, on est sur une fonctionnalité. C'est-à-dire si je remonte un cran, hop, un cran plus tôt, hop, voilà, juste là. Renseigner des informations personnelles, pour moi, c'était une fonctionnalité. Cette fonctionnalité contient un ensemble d'US, et donc les différents éléments graphiques vont permettre de décrire l'US. Par exemple, ici, ça va être une boîte. Dans un autre cas,
un point de choix, etc. Donc, il n'y a pas de formalisme à dire une fonctionnalité, est-ce que c'est un parcours? Est-ce qu'une fonctionnalité, c'est un ensemble de parcours? Ça dépend vraiment de la granularité. Peut-être que renseigner les informations personnelles devrait être tout un ensemble de boîtes. Là, ça dépend vraiment de votre organisation et ça dépend vraiment de la manière dont vous organisez votre backlog. Très bien. Question suivante. Des outils permettent de préconcevoir les écrans attendus d'un logiciel, entre parenthèses Pigma. Ne manquerait-il pas, excusez-moi, à Yes d'aller au bout de sa logique visuelle en permettant d'avoir à la place des sous-process les écrans imagés attendus? Après, donc oui, je comprends la question. Là, en l'occurrence, donc voilà, pour resituer un petit peu, donc chez Smart Testing, notre expertise, c'est le test. Donc là, l'exemple que j'ai présenté aujourd'hui, donc dans l'aspect pédagogique, donc j'ai pris notre outil Yest pour décrire les différents aspects visuels. Et donc effectivement, nous, chez Smart Testing, on n'est pas dans cet esprit d'avoir des captures d'écran et après d'avoir le process derrière. Par contre, effectivement, moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et je pense que si demain, des outils proposent justement c'est en tout cas vraiment dans l'aspect ingénierie des exigences de dire bah, on va avoir une sorte d'enchaînement, parce que j'ai déjà essayé ce genre d'outil pour, on va dire, on va cliquer sur un élément ou à l'écran, on voit quelles sont les différentes interactions possibles. Ah, ça, c'est vraiment top comme outil pour vraiment se représenter finalement visuellement à quoi ressemble l'application. Par contre, le biais qu'il peut y avoir, c'est qu'on perd justement cette dimension aspect métier. Et nous, c'est ce qu'on essaye de ne pas perdre, c'est-à-dire on reste dans cet objectif de, on va définir des tests, on va définir des besoins utilisateurs. Et on n'est pas en train de définir quels sont tous les clics-boutons qu'on va pouvoir faire sur une interface. On s'abstrait de ce niveau-là. Donc le risque, il est peut-être ici, c'est de réussir à trouver l'équilibre finalement entre des outils qui vont peut-être permettre d'aller beaucoup plus loin dans la représentation du système d'un point de vue vraiment opérationnel avec les boutons, avec les interactions possibles, et d'autre part, d'avoir une représentation plus métier où là, on va s'abstraire justement de tout cet aspect bouton, formulaire, liste déroulante. Et ça, je pense que c'est intéressant et qu'il faudrait réussir à trouver un équilibre. Très bien. Les parcours aident-ils à une bonne conception des différents niveaux de test? Alors oui, parce que le risque qu'il peut y avoir quand on va justement avoir, il y a différents niveaux de tests, donc on va avoir des tests qui vont être plus au niveau, voilà, on parlait tout à l'heure un peu des différentes pyramides, des différents niveaux. C'est toujours dur de différencier justement quels détails on va apporter par exemple à un test de non-régression et quels détails on va apporter à un test d'US. De manière générale, quand on va tester une US, moi je conseille toujours de faire un parcours très précis. On va avoir beaucoup de choix possibles, détailler tous les cas qui sont importants. Et on peut avoir un parcours qui est très vite très complexe dans le sens où il va tester les différents chemins possibles, etc. Je pense à un formulaire, par exemple. Le premier formulaire qu'on a vu où on va entrer les informations personnelles, il peut avoir beaucoup de possibilités si on va plus dans le détail pour dire si j'ai entré le nom, il va se passer ça. Si j'ai entré le prénom de manière erronée, il va se passer ça. Par contre, quand on va faire de la non-régression, on ne va pas s'amuser à tester unitairement tous les champs. Et en fait, le fait d'avoir des parcours, ça va apporter ces deux niveaux. C'est-à-dire, d'une part, on se dit, là, je me concentre sur la structuration de cas de test précis pour mon US et j'essaye de faire apparaître le plus de cas possible. Et après, de se remettre dans une démarche, je suis en train de faire mes TNR, quel est l'enchaînement cohérent? Et on crée un parcours en se basant sur l'existant, mais sans entrer dans ce niveau de détail qui pollue un petit peu l'objectif des TNR, qui est d'avoir quelque chose de transverse et de plus haut niveau que quelque chose de très bas niveau qu'on va faire au niveau des user stories. Ah, il nous reste deux questions. Dans ce contexte d'approche et d'outillage, comment positionner la vision ou déclinaison exigence, c'est-à-dire la vision contractuelle réglementaire du contexte métier? Alors après, je comprends la notion de contractuel, c'est-à-dire, j'imagine, dans le cadre d'un projet, donc contractuellement, effectivement, on s'engage durant un sprint à livrer donc un ensemble d'user stories à notre client, à chaque sprint, à faire notre démo, à dire, voilà, on a développé cette liste d'US, etc. Et en fait, comment dire, ce genre d'approche, il s'inscrit totalement dans l'aspect livraison, dans le sens où, dans tous les cas, les modèles, donc, ils font le lien vers la traçabilité, vers nos exigences, c'est-à-dire on peut, en tout cas avec Yes, on peut directement les référencer. Et après, derrière, ça ne change rien au fait d'avoir, c'est vraiment ce que j'expliquais, c'est-à-dire il y a vraiment
il n'y a pas deux écoles. C'est-à-dire, c'est d'une part, on a nos user stories de manière textuelle, et d'autre part, on a des parcours. Donc, tout ce qui est gestion du backlog, gestion du projet, livraison, etc., ça reste une sphère, j'ai envie de dire, à part, qui n'est pas nécessairement gérée dans les parcours. Même si, par expérience, nous, ce qu'on faisait avant une démo, on présentait un petit parcours pour dire, bah voilà, pour ce sprint-là, on a développé ces US-là. Donc voilà, on affiche le backlog, on a 20 US qui sont développés. Et voici comment elle s'orchestre. Et on va vous faire une petite démo en vous disant, bah, ça c'est ma première US. Donc voilà, on passe ici dans l'application. Maintenant, on est ici dans le parcours, donc on a développé ces 3 US. Voici voilà ce qui se produit. Mais après, vraiment d'un point de vue, on va dire contractuel, d'après moi, les parcours, on va dire, c'est un peu un nice to have dans le sens projet pour me présenter au client finalement de manière plus visuelle ce qui a été fait, mais purement contractuel. Il y a toujours le backlog qui est là et les statuts finish, c'est les statuts à livrer, d'après moi. Dernière question, hein, avant de passer évidemment au sondage. Deux autres questions. Ça tombe en live. N'oubliez pas qu'il y a le sondage également hein, qui nous intéresse. Et si vous pouvez participer également au sondage. Alors, dernière question, la technique de la table de décision et le parti pris de Yest pour y faire de l'ATD. Alors, excusez-moi, la technique de la table de décision et le parti pris par Yest pour faire de l'ATD visuel, qu'en est-il pour des exigences de transition d'état? Alors, là, je pense qu'on compare un petit peu par rapport à des domaines où on a plutôt des machines à état et où on est sur des éléments, on va dire, plus complexes. Je pense par exemple à la présentation qu'on avait avant, où là, on voyait vraiment des exigences dans un contexte industriel où on avait justement des choses très techniques et où effectivement, bah, on parlait de contractuel juste avant, il faut bien vérifier les transitions d'état dans le sens, est-ce que mon système passe d'un état A à un état B? À chaud, je ne vois pas forcément de frein à utiliser justement Yest pour gérer la vérification de ces exigences de transition d'état, dans le sens où rien ne nous empêche de dire j'ai mon système qui est dans un état A, qui va passer dans un état B. Si derrière on a une exigence qui trace, on va dire, cette transition, rien ne nous empêche de l'inscrire dans Yes du moment qu'elle est dans un backlog d'exigences. Je ne vois pas de frein là, comme ça à chaud. Question suivante. Pour être un produit que l'on va adapter, adoptons la même approche. Je suis en train de relire la question dans le texte, que je n'arrive pas à la comprendre. Pour être un produit que l'on va adapter, adopte-t-on la même approche? C'est-à-dire que c'est un produit qui existe déjà, sans doute, qui est tout simplement adapté. C'est-à-dire, si on a déjà un projet existant dans lequel on est en train de faire des évolutions, est-ce qu'on peut commencer à travailler avec une approche visuelle? Si c'est ça que je comprends, la réponse est oui. Nous, le principe qu'on a toujours de dire, c'est qu'il faut toujours évaluer est-ce que le projet sur lequel on veut adopter l'approche va avoir des évolutions et est-ce que ces évolutions sont conséquentes? Du moment où on a un certain volume d'évolutions qui vont arriver, ça a du sens. C'est-à-dire, effectivement, si on est sur un projet en MCO qui a une évolution tous les 6 mois, c'est pas nécessairement utile d'adopter et de mettre en place ce genre de mécanisme. Par contre, si on est sur un projet où on existe depuis plusieurs années et concrètement on est en train de refaire un volet de l'application, on va développer un ensemble de nouvelles fonctionnalités, ça aura tout à fait de l'intérêt de reprendre une approche comme celle-ci, justement pour clarifier, pour redocumenter, prendre le temps et faire des fois ce qu'on fait en fin de projet, hein, c'est-à-dire de revenir un peu en arrière et finalement faire de la rétro-documentation, c'est ce qui arrive des fois, et ça peut aider à le faire. Et dernière question, dans un mode de projet en cycle en V, comment déployer les Yest? Eh ben, j'ai envie de dire de la même manière qu'on le fera en agile, sauf qu'en fait, la vie des parcours est un peu différente. C'est-à-dire là où en agile, on part, on va dire, on est cadencé par des cycles courts. Là, en cycle en V, on vit avec des évolutions, avec pas des mises en prod, mais des releases qui vont arriver tous les 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et ben, le mécanisme elle-même, il faut garder le même esprit de réussir à avoir des parcours qui vont garder une granularité assez haute pour être lisibles, de classer nos différents parcours en fonction des fonctionnalités. Et on peut tout à fait travailler en cycle en V de la même manière qu'on le fait en agile. L'idée étant juste de garder quelque chose de lisible et de réussir à prendre de la hauteur pour représenter nos besoins. Moi, j'ai déjà travaillé sur des projets où j'avais
des grosses SFD, des gros cycles en V avec Jest et j'avais pas eu de c'est plus difficile dans le sens où il faut réussir à s'approprier ces grandes documentations, mais c'est pas tant les parcours, la difficulté. Très bien. Bah, écoute, un grand merci à toi, Elodie. Avant de que, enfin, vous pouvez déjà passer au sondage, hein. Il y a juste 4 petites questions à répondre. Mais je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite et cette 9e édition de la GFIE, notamment Raphaël, hein, que vous avez vu pour ceux qui ont assisté avant-hier, pardon, à cette première journée, qui a été un des artisans à la réalisation de cette conférence. Et puis un spécial remerciement également enfin, à l'équipe du GTIE qui a évalué les présentations, qui est revenu dessus avec différentes présentes. Et puis un spécial remerciement à Kenza, vous n'avez pas vu, et qui a fait énormément de travail, notamment sur toute la partie graphique, communication de l'événement. Il reste quelques minutes. Si vous pouvez, je vous dis, passer au sondage pour répondre aux quelques questions qui vous sont posées par rapport à la présentation d'aujourd'hui, mais aussi par rapport au format, si ça correspond à ce que vous attendez, hein, l'heure du midi, est-ce que c'est vraiment ce qui vous intéresse ou pas. Si vous avez d'autres propositions à nous faire, on est évidemment tout oui. Et puis, on va vous demander également de nous donner une petite idée, potentiellement, des thèmes qui pourraient vous intéresser pour la GFIE 2023, puisque, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir continuer ce genre de conférences et puis de trouver des thèmes qui correspondent le plus à vos attentes. Elodie, un grand merci. Alors pour ceux qui ne le savaient pas également encore, les supports ainsi que les vidéos seront prochainement en ligne sur le site du CFTL et puis sur d'autres réseaux, il me semble en tout cas. Et puis je vais vous souhaiter à tous peut-être un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore le temps de manger. Si vous avez le temps de manger, écoutez, une bonne journée, une bonne continuation. Et puis, on va se retrouver de toute façon pour une grande partie d'entre nous à la prochaine JFTL, je pense. Bonne continuation. Merci encore à vous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Au revoir.